essayer de faire notre possible pour, comment dire, faire converger ce qui a été dit dans ces 4 interventions dans un seul et même fleuve. L'image d'un bassin versant, je l'ai eu tout à l'heure, cette idée, elle me va bien. Donc voilà. Je compte sur vous aussi pour m'aider. Hein. Bien évidemment, vous êtes conviés à poser vos questions à peu près comme bon vous semble. À peu près, j'ai bien dit. Voilà. Comment ça va se passer ? En gros, sur ces 4 interventions, j'ai noté 2-3 points communs, plutôt 5-6 d'ailleurs, que je vais vous soumettre et vous inviter chacun à réagir en fonction de vos activités, de vos goûts, de vos espoirs, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est ainsi qu'on va conclure ces premières conversations sous l'arbre de cette nouvelle saison à Chaumont-sur-Loire, qui, il faut le préciser, en matière d'eau, est particulièrement exemplaire. Et un des points communs aux 4 interventions était de rendre visible l'invisible. Donc là, je vais vous rendre visible ce qu'on ne voit pas forcément à Chaumont, c'est son exemplarité en termes de gestion de l'eau. Ça passe par des jardins secs, ça passe par de l'arrosage de nuit, ça passe par la récupération de l'eau de pluie qui est ensuite collectée dans des noues, vous avez pu voir le long des chambres. Ça passe même par envisager le futur avec ceux qui étaient là hier, ont entendu parler de cette forêt du futur plantée par Bas Smets, où il s'agit de tester différentes essences et d'éventuellement sélectionner celles qui seront les plus adaptées au changement climatique attendu ici. Voilà. Donc, le lieu Chaumont, le domaine de Chaumont-sur-Loire, était idéal pour parler de l'eau. Et on va finir en beauté avec vous 3. Donc, parmi les points que j'ai notés, qui m'ont paru saillants au cours de ces 4 interventions, la première, c'était sur cette idée de circulation. Donc ça va être bien pour la collection d'Éric. Et je vais en fait rebondir sur l'interrogation que tu as eue toi, Fabien, tout à l'heure par rapport aux peurs primales vis-à-vis de l'eau. Et j'avais l'impression que celle qui faisait le plus peur, c'était l'eau stagnante. Et si on file la métaphore qui a été donnée tout à l'heure de l'eau égale le sang de la Terre, ce serait finalement équivalent à un anévrisme. Et en fait, je parle sous le contrôle d'une médecin, une sorte d'endroit où le sang stagne un peu, enfin est un peu collecté et n'est plus dans la circulation générale. Et donc finalement, une des solutions, ce serait de faire circuler cette eau stagnante pour peut-être estomper un petit peu les peurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que tu en penses toi déjà ? Je pense qu'il va falloir qu'on l'accepte, moi. Je ne suis pas sûr qu'il faut qu'on fluidifie les choses. Je pense qu'il faut qu'on accepte les différents états de l'eau. Mon rôle, de mon point de vue, qui est un rôle d'artiste, c'est celui d'essayer de représenter ce que je vois et les différents états du monde sans essayer de gommer, disons, ce qui nous dérange. C'est pas facile. Je ne suis pas sûr d'y arriver tout le temps. Mais je crois qu'en fait, cette fluidité-là, elle doit être dans nos esprits, pas forcément dans les faits. Je pense qu'en fait, si on arrive à se dire que oui, on a des craintes, oui, on a des peurs, qu'on les affronte, qu'on les regarde, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'essaye de traduire dans mon travail, eh ben, on avance un petit peu. Je dis pas qu'on a les solutions, je dis qu'en fait, on est à même de pouvoir avancer et d'être ouvert à la possibilité que peut-être notre peur nous empêche de faire quelque chose. À savoir évoluer, grandir, je ne sais pas ce qu'on peut mettre agir comme même. Agir. Est-ce que la peur serait un frein à l'action ? Moi, je pense que j'ai un d'un point dans de la vue salle. purement formel, quand je reprends la vision que j'en ai du vécu, de me retrouver donc dans cette Loire que j'arpente, qui est quasi sèche, mais pas tout à fait, et de me retrouver à un moment donné un peu enlisé dans cette vase, même l'odeur, il y a quelque chose qui tout de suite m'a fait me dire rebrousse chemin. Alors j'ai continué, j'ai avancé. Il y avait une île qui était totalement parce qu'il y a sur la Loire, il y a ces îles qui apparaissent, disparaissent. Et il y en a certaines qui sont accessibles et il y en a d'autres qui ne sont accessibles que quand l'eau est partie. Et quand on y va, je peux vous dire qu'on est éraflé parce que passer entre les arbres, ils poussent pas comme nous on les laisse pousser, ils poussent comme ils veulent. Et donc il y a ce truc-là de cette crainte, de cette peur que j'ai vécue à plusieurs moments où je me suis dit rebrousse chemin. C'est vraiment ça, c'est rebrousse chemin. Et je pense qu'en fait
peut-être que l'idée d'écouter cette peur et de se dire bon, je vais quand même y aller, alors pas bêtement tout le temps, hein, mais ça peut permettre, je n'aurais jamais découvert cette île que j'adore et qui n'est plus accessible parce que l'eau est très haute sur la Loire maintenant, mais que j'ai découvert et où j'ai le sentiment d'être un peu en Robinson Crusoe seul sur cet endroit totalement inhospitalier. Voilà, cette idée de la découverte. D'accord. Charlène, Eric, si vous voulez réagir sur cette idée d'abord au début de la question sur la circularité, contre la stagnance, quoi. Alors d'abord, moi j'ai vécu beaucoup en Bretagne où il y avait des marées énormes et il y avait une alternance des courants et puis de la stagnation qui était la vase. Et moi j'adorais la vase. Ah, parce que je pensais qu'il y avait plus de vie dans la vase que dans les courants. Et donc, j'ai une affection particulière de la vase. Et il se trouve qu'en ce moment, on s'est installé dans un petit moulin. Et puis, le petit moulin, il a des travaux, etc. Donc, de temps en temps, il n'y a pas d'eau. Et alors, on dit « Oh là là, vous n'êtes pas triste qu'il n'y ait pas d'eau ?» Non, non, parce qu'il y a de la vase. Et donc, je suis content qu'il y ait de la vase. Moi, j'aime bien la vase. Voilà. Et donc, encore une fois, parce que c'est là où on prenait des vers. Alors, c'était pas la pêche à la mouche, mais c'était les vers qui nous permettent de prendre des poissons. Et puis, il y a une vie incroyable. Il y avait les couteaux dans la vase. Et donc, il y a plein de choses dans la vase. Et puis, il y a un autre truc qui m'a frappé, mais alors énormément, puisque je travaille un peu dans la forêt là, pour les zones éducatives. Et quand on se dit que si on fait pas attention, enfin, si on passe de côté la taille des animaux, mais il y a 3 fois plus de vie dans un arbre mort que dans un arbre vivant. Alors ça me rend un truc complètement fou. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qui me semble absolument frappant, c'est que notre civilisation est malade du temps. Et notamment avec la financiarisation, toujours trop vite, parce que plus ça va vite, plus ça rapporte du pognon. Et donc moi, j'ai fait 8 tomes sur la mondialisation du point de vue de l'espace, et maintenant, je travaille sur le temps. C'est-à-dire toujours plus vite, toujours là, comme ça, pris en otage par un court terme. La démocratie ne va pas y rester. On est incapable d'avoir des valeurs de long terme dans nos machins, etc., etc. Et puis, on reviendra sur le visible. Mais le visible, c'est aujourd'hui, c'est le visible aujourd'hui ou c'est le visible dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Donc, incapable d'être comme ça. Et le marché, il est complètement myope, il est incapable de voir à long terme. Donc stagnant, c'est un des modes. C'est comme si on n'était pas contre la glace. Si on n'est pas contre la glace, on est complètement con parce que donc ça va fondre et donc il y aura 26 mètres de plus dans les océans si l'Antarctique fond. Ah, j'aime bien les différents états. C'est-à-dire, moi, la diversité, c'est pas seulement dans la bio, en tout cas. Les éléments de la bio, c'est aussi la diversité des éléments de la matière. Un cycle, en fait. Et les états de la matière. Moi, j'aime bien état avec un petit e. Et un S. Un S évidemment, toujours. évidemment. Un S toujours. C'était pour rebondir sur ce que vous disiez ce matin. Merci. Mais oui, en fait, alors j'aime beaucoup ce que tu dis, Eric. La question du temps, encore une fois, on y revient, c'est le temps le circulaire, mais surtout la temporalité de ce grand cycle de l'eau. Moi, je dirais tout simplement, on ne peut pas être pour ou contre l'eau qui stagne, évidemment. L'eau, où elle doit circuler, qu'elle circule en fait, et où on l'a arrêtée pour qu'elle arrête de circuler. Faisons-la circuler, et où elle doit s'arrêter, qu'elle s'arrête, tout simplement. C'est-à-dire il y a des zones de repos naturelles qui doivent continuer à exister, à être. Donc je pense aux zones humides, mais je pense aux nappes aussi, qui sont des zones de repos. Et effectivement, je pense qu'on empêche l'eau de se reposer. Et l'eau circule sans arrêt, mais l'eau circule et ensuite on la bloque pour répondre à des besoins, des impératifs, et ensuite on la refait circuler très très vite. Oui, c'est ça, il y a un problème d'accélération finalement. Globalement, on l'accélère. Sur le temps, et on va, sans citer Hartmut Rosa, il y a un problème d'accélération et il faudrait en fait la ralentir. Exactement. C'est la clé, quoi. Exactement. Et il y a un autre... La faire reméandrer. Voilà. Et puis il y a un autre aspect dans l'eau invisible qui est sous nos pieds, des nappes qui sont donc très profondes, qui sont sur du temps long, qui mettent du temps donc à se recharger. Eh bien, on les fait passer d'un cycle long à un cycle court en les remettant en surface. Et ça, c'est aussi intéressant de se dire toute cette eau ancienne qui prenait le temps
de rester dans les nappes, finalement repasse un cycle court atmosphérique de quelques jours et contribue aussi à l'élévation du niveau marin. Ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, et puis oui, dans une rivière, en soi, on a aussi cette diversité morphologique des rivières où on a des zones lentes et des zones rapides, des zones lentiques, des zones lotiques. Et ça, c'est merveilleux quand on appelle même ça une mosaïque de milieux ou d'habitats dans la rivière, parce que ça permet une diversité d'habitats et donc de poissons. C'est comme en musique, il n'y a rien de plus chiant que l'allegretto perpétuel. De temps en temps, un petit largo qui prend son temps, un peu de nostalgie, boum, et ça repart. Mais les gens agitaient du bocal, toujours plus vite, ça fait chier, quoi. En fait, le fait de parler du temps, moi, ça me fait me poser une question, c'est qu'en fait, on est toujours en train de nous parler de l'urgence. Ouais, j'adore. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est complètement con. C'est les trucs, c'est ce que disait Edgar Morin. C'est-à-dire à toujours voir l'urgence, on oublie l'essentiel. Pour le coup, et en même temps, puisqu'on est parti sur le temps, typiquement hier, Bas Metz nous racontait que dans différents de ses projets, dans plusieurs de ses projets, il essayait c'était notamment le cas à Arles, à la Fondation Luma, il essayait d'accélérer le processus naturel pour recréer un paysage tel alors lui, il parle de climax, pour finalement trouver très vite, ce qui, normalement, naturellement, prendrait, je crois qu'il parle de 400 ans, lui. J'ai un sujet de client, de paysagiste. Alors, comme j'ai un âge qui, déjà, il y a quelque temps, était déjà assez avancé, je lui dis, tu me prends des grands sujets. Alors, il me dit, fais gaffe, chez toi, il y a du vent. Je lui dis, alors, on va calculer, on va tester. Donc, il m'a filé des trucs de 16, 18, tu vois, on plantait comme ça. Et puis, à côté, il y avait des joncs, des baliveaux. Et puis, au bout de 10 ans, évidemment, les baliveaux, ils ont planté plus vite que l'autre. Parce que, hop, ça tape, et voilà. Et donc, j'ai vu que le temps, c'était pas ce qu'on pensait. Et comme j'avais été collaborateur d'un mec qui avait pris son temps pour être président de la République, j'ai compris qu'il avait raison. Enfin, il aurait pu aller plus vite, voilà, il s'appelait Mitterrand. Donc là, on parlait d'un problème d'échelle temporelle. Un peu un équivalent, un à côté de cette question, c'est finalement une question d'échelle spatiale, puisque je reviens, il est absent, donc je vais me faire son porte-voix. Bas Metz a aussi... il a différentes solutions pour faire ressurgir l'eau, alors soit en se basant sur ce qui préexistait, soit sur ce qui est invisible. Il attachait vraiment d'importance à l'idée de rendre visible ce qui est invisible. Et ça, c'est des choses que pour le coup, vous partagez également. Et la question, c'était... Lui, son rayon d'action, c'est... 4000 m² à la Défense, c'est le parvis de Notre-Dame, c'est l'agglomération bordelaise. Et finalement, les solutions qu'il développe, ça peut être le cas pour Chaumont aussi, les différentes solutions apportées ici sont tout ce qu'il y a de plus vertueuses. Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour améliorer la situation à une échelle plus grande, étendre, dans la mesure du possible, ces différentes solutions proposées? Vous avez 10 minutes. En fait, moi je pense qu'il y a de l'expérience que j'ai, qui est une expérience toute petite, le peu de choses que j'ai pu faire qui m'a fait me rendre compte qu'il était possible de donner aux gens la capacité de voir ce qu'ils ont en face d'eux, c'est tout bête. Ça s'appelle les résidences missions, on en parlait. En fait, une résidence mission, c'est plus un artiste qui va quelque part, qui est en résidence, qui crée une œuvre. C'est un artiste qui va quelque part et qui aide les gens à créer. Et je l'ai fait pendant 6 mois à Massy. Pendant 6 mois, je suis intervenu auprès de personnes âgées, en passant par des enfants ou des publics qu'on dit précaires. Et en fait, il y a quelque chose de tout bête. Les emmener dans un parc et leur faire dessiner les arbres. C'est idiot. Mais je me suis aperçu, alors moi j'ai eu énormément d'enseignements en les regardant faire, mais je me suis aperçu que un enfant, on a cette idée du dessin d'enfant, et moi j'ai redessiné sur mes propres dessins d'enfant. Oui, donc j'avais le dahlia noir, voilà, le sol, une idée, voilà, un peu de ce que c'était qu'un dessin d'enfant. Quand on amène un enfant à dessiner un arbre, il ne va pas le dessiner de manière schématisée, tel qu'on le voit dans les dessins d'enfants.
Parce qu'en fait, on les amène à symboliser les choses. Quand on amène un enfant dans un parc, et ça, moi, ça a été ma révélation, il va dessiner l'arbre tel qu'il le voit. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, je pense que c'est peut-être l'apport de l'art, à partir de ce moment-là, on peut discuter. On peut lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu vois? Moi, là, donc, j'ai une expo à Hong Kong, il y a un de mes dessins, c'est une petite fille qui m'a donné, en fait, la technique. Je l'ai observée, je ne connaissais pas cette technique, peut-être vous la connaissez, mais elle a pris une feuille d'un arbre, elle a pris une feuille de papier, elle a gratté, et l'empreinte de la feuille est apparue sous le papier. Moi, j'étais sidéré, je n'avais jamais vu ça. Et une partie des dessins que je fais à Hong Kong, qui parlent justement du sujet qui nous amène aujourd'hui à converser, c'est ça. Et donc, c'est cette nature. C'est elle qui m'a donné la clé. Elle savait faire. Et donc, elle disait, une feuille, c'est quoi? Je voulais lui dire, tiens, tu dessines autour de toi ce que tu vois. Elle a pris la feuille, elle a fait ça, elle a dit, tiens, ça, c'est une feuille. En disant, c'est un arbre? On trouve la structure arborescente. Il y a la structure de l'arbre, ensuite on a parlé du poumon, on a parlé de tout un tas de choses. En fait, je vois l'art de cette façon-là. C'est peut-être de mon point de vue ce que je peux dire. Non, d'accord. Passation de micro. C'est marrant cette histoire-là parce que ça me fait penser à l'empreinte. Parce que vraiment, en empreinte eau, c'est la même chose. Et alors, en anglais, ils ont un mot, moi c'est fascinant, en français on n'arrive pas à le traduire. Donc en anglais on dit water footprint, pour dire l'empreinte eau. Et ils disent the footprint, c'est vraiment l'empreinte du pied. Et the handprint, l'empreinte main qui serait positive. The footprint, c'est plutôt négatif, ce qu'on va détruire, et the handprint, c'est ce qui va permettre de régénérer ou de remettre la nature en état. Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir fait ça de manière complètement artistique. Enfin bref, il y a peut-être des choses à faire. Sur la question de l'échelle, alors, avec l'association que j'ai cofondée, on est en train d'expérimenter des territoires pilotes d'hydrologie régénérative avec plusieurs collectivités qui vont ensuite encourager les agriculteurs à mettre en place les motifs Keyline Design et toute l'hydrologie régénérative. Et on était tous alignés, il n'y avait même pas de débat là-dessus, de se dire on commence petit. On commence petit, comme ça on peut mesurer, quantifier, observer à une échelle presque une éprouvette, mais quand même plusieurs hectares, plusieurs dizaines d'hectares. Mais on commence petit, comme ça, on massifie et partir tout de suite sur des grandes échelles sans reprendre la complexité de tout ce qui se passe sur un territoire, que ce soit dans le microbiote du sol ou entre les humains, on pourrait rater des étapes, je pense, essentielles. Donc, c'est pas forcément transposable. C'était un peu le sens de ma question. Parce que c'était vraiment une question que on peut pas transposer ce qui se passe de 2 hectares à, je sais pas, 10 000. Ce qui se passe dans le nord ne sera pas vu. En plus, ouais. Voilà, ce qui se passe dans le nord n'a pas. Donc il y a un problème de ne se vérifie pas dans le après, sud. presque d'écosystème. C'est ça, et d'acteurs. Et d'acteurs, ouais. Pour moi, l'action, ça repose sur 2 conditions. La bonne échelle spatiale et la bonne échelle temporelle. C'est-à-dire, c'est quoi la bonne échelle spatiale? Pas trop ni trop petit. C'est-à-dire que ça soit quand même un peu. Puis on prouve que c'est possible. Et en combien de temps? Et parce que tous les autres, c'est qui ont soit la mauvaise échelle, soit trop petit, soit trop grand, spatial ou temporel, c'est des postures. C'est pas des possibilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les possibilités. De voir dans nos affaires. Et dans l'urgence, comme on dit, c'est des possibilités. Donc, voilà, c'est-à-dire, est-ce que c'est un bassin, sous-bassin, comment est-ce qu'on fait, bassin versant, etc. Et puis est-ce que c'est 3, 4 saisons, 5 saisons, comment on voit, avec les gens qui peuvent vous soutenir, etc. C'est-à-dire, autrement, moi, j'en ai marre des souhaits. C'est-à-dire, où c'est la liberté du créateur, ou c'est une action. Si c'est une action, il y a 2 échelles. Voilà, et l'avantage de la création, c'est qu'il n'y a pas besoin d'échelle. Mais alors, là où je suis absolument convaincu en termes de création, ce qu'on disait un peu ce matin, c'est que plus c'est singulier, plus ça parlera au général. Ça, c'est ma conviction. Si on commence dans l'art par faire la synthèse, on est comme ces sociologues de l'art qui, justement, n'apportent pas de l'or.
Oui, justement, mais sur ces échelles temporelles d'action, est-ce qu'on n'est pas un peu, malgré tout, confronté à une sorte de mur de l'urgence ? Pour répondre très concrètement, il y a un cas où, dès qu'on a un manque d'eau, on va chercher à stocker l'eau sans prendre en considération les besoins. Et généralement, dans les dossiers administratifs en France, on fait des études. On fait des études en se basant sur l'hydrologie, les données. Et plus on a des données longues, plus on a du recul, plus on a des statistiques robustes, et plus on est à même de dire, ce sera une bonne ou une mauvaise chose. Mais en tout cas, il faut quand même un certain recul dans toutes les données, ce qu'on appelle la profondeur des données, pour ensuite dire on y va ou on n'y va pas. Et trop souvent, mais trop souvent, et c'est souvent à cause de l'argument économique, on dit en fait on ne sait pas, alors on le fait et on suivra et on verra après. Et c'est assez fou de me dire, mais en fait finalement, la science elle sert à quoi dans ça ? Et est-ce que on a toujours besoin de la science pour y aller ou pas y aller, ou est-ce en fait c'est quel est le critère, l'argument qui va être prépondérant sur les décisions. Et donc finalement, oui, il y a une urgence, mais il y a aussi besoin de regarder, en tout cas en sciences, en hydrologie, l'hydrologue il ne pourrait travailler sans ces statistiques, et on a besoin d'un recul, s'appuyer sur le passé, des études, pour, de l'évolution. Pas de précipitation, sans faire de jeu de mots. J'ai juste un petit exemple à donner par rapport à l'urgence. Ma femme est médecin, et elle a fait un de ses stages aux urgences. Et au début, quand elle a commencé, elle courait dans tous les sens. Parce qu'elle se disait que c'était urgent, que tout était urgent. Et jusqu'au moment où, en fait, il y a un de ses chefs de service qui est venu la voir et qui lui a dit « Écoute, avant, tu dois te poser. Tu dois être capable de te poser, tu dois être capable de regarder les choses autour de toi, tu dois être capable de boire un coup avant de... » Non, mais c'est idiot ce que je dis, mais je pense que... Oui, mais la métaphore, c'est celle-ci, c'est de se dire, est-ce que... Effectivement, il y a cette urgence. Est-ce qu'on panique ? Ou est-ce qu'on est capable de se dire, d'analyser les choses autour de soi ? Alors, ça ne veut pas dire être inactif, ça veut juste dire, ok, je me recentre et je ne vais pas là, je pars d'où je suis. Et bon, voilà, c'est la petite analogie que je peux faire. Oui, moi, ça rejoint ce qui... Vraiment, c'est un paradoxe bien connu, mais qui est la plupart du temps vrai. J'ai pas le temps d'aller vite. Vous avez tous évoqué le moment où, plus ou moins étendu, à nouveau, problème d'échelle, où vous avez pris conscience que finalement, il y avait peut-être un problème, quoi. Et la question qui pourrait se poser, c'est comment faire en sorte que, finalement, chacun connaisse cette épiphanie. Le mot est un peu fort, peut-être, mais... Alors, dans mon cas, ça s'est produit par le corps. C'est l'expérience physique face à ce paysage qui disparaissait de la pointe de Gatso à Oléron. Donc là, il y a aussi une temporalité qui intervient. Il y a une temporalité très longue, mais il y a aussi l'expérience du corps. Il y a l'expérience de sentir les choses, de ressentir les choses. Et dans mon cas, ça a vraiment été ça. Je pense que le fait de se retrouver confronté à cette nature, physiquement parlant, mais pas face à un écran ou face à un document écrit, mais vraiment de le vivre, de l'arpenter, et de petit à petit de me rendre compte que ces arbres que je connaissais, que j'avais vus l'année dernière, n'étaient plus là, et de le ressentir physiquement parlant. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais ça n'est pas qu'une vision de l'esprit. Dans mon cas, ça a été ça. Je ne sais pas s'il faut imposer aux gens une sorte de catharsis physique où on va tous les réunir en leur disant regardez ce qui est en train de se passer, mais le fait est que j'ai mis beaucoup de temps. Non, mais pour le coup, il y a un point intéressant qui est le fait c'est la répétition. Retourner plusieurs fois au même endroit pour voir son évolution. Ouais. Et ça peut être une piste. Ouais. Bon, je pensais y venir après, mais typiquement, quand Eric, tu parlais du projet avec Papendiaï d'emmener des enfants voir je sais pas moi, une réserve naturelle, enfin un bois, je sais pas quoi. Est-ce qu'il faudrait pas du coup, bon, il est plus aux affaires, hein, mais répéter chaque année la même classe au même endroit, je sais pas moi, du CP jusqu'à la terminale, pour qu'ils prennent finalement conscience, non pas de l'état de la nature à un instant T,
mais qui prenne conscience de son évolution et de sa, parfois, dégradation, quoi. Alors, il y a deux... Alors, évidemment, on pourrait faire ça, ce qui est un peu plus compliqué. Déjà, si on peut voir ce que c'est qu'une saison, c'est-à-dire s'ils viennent une journée par mois avec saison, ce serait pas mal. Puis ça leur prendra à mieux bouffer. C'est-à-dire, on ne prend pas des fraises en décembre. C'est pas possible. Donc déjà, ce mécanisme du temps, à prendre le temps. Puisqu'il y a la négation du temps, au début du temps, puisqu'on est dans l'instantané. Tu vois, il y a ce truc-là. Et moi, sur le visible, là, j'ai eu cette chance avec Pasteur et l'Institut Pasteur d'avoir eu des trucs inouïs, puisque l'Institut Pasteur a acheté un des microscopes les plus puissants du monde. Et donc, qui s'appelle Titan, c'est-à-dire avec une résolution quasiment du niveau atomique. On s'est rendu compte qu'avec Pasteur, c'était intéressant parce que dans une première étape, la découverte, grâce au microscope qui avait été inventé 2 siècles avant par Leeuwenhoek, on voyait le serial killer. On voyait le responsable de la maladie infectieuse, au lieu de dire que c'était la génération spontanée, premièrement. Bravo, le visible. Mais en même temps, il y avait un truc extraordinairement dangereux qui s'appelait la rage. Donc on trouve un truc sans savoir un peu ce que c'était, dont on ne verra l'agent qu'en 1934, quand on aura trouvé le premier microscope électronique. Oui, parce qu'un virus, c'est 1000 fois plus petit qu'une bactérie. Exactement. Donc, si on s'était dit, je ne le vois pas, donc il n'est pas là, eh ben, on n'aurait pas traité. Donc, c'est ça qui est intéressant. D'un côté, tu vois, donc c'est bon, et de l'autre côté, tu ne vois pas, mais ça existe quand même. D'où cette position qui me semble tout à fait simple, c'est-à-dire que le visible ne résume pas le réel. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de voir. Et on voit très bien ce qu'il en est d'un des principaux progrès de la médecine, c'est d'avoir permis de voir avec tous les radios, les PET scans, les IRM, les trucs comme ça, etc., puis le métier d'Isabelle. Donc on voit, ce qui est quand même pas mal. De temps en temps, on ne voit pas, donc on est obligé d'ouvrir. Et puis, de temps en temps, même si on voit, il y aura d'autres choses après. Je vous disais que je travaillais sur les larmes. J'étais très frappé de ce que j'ai appris ce matin, c'est qu'on voit la surface des larmes. Bon, bah, les larmes, on voit, c'est quoi? C'est un liquide. Bon, bah, c'est liquide. Donc, on sait de quoi c'est constitué. On sait comment ça circule, les glandes salivaires, les canaux, les machins, etc., par le machin, etc. Mais qu'est-ce qui déclenche? Et là, on ne sait pas. C'est ça qui est très, très intéressant. Et moi, je vois avec tous ces gens qui travaillent sur, non pas le microbiote, mais le mycobiote, c'est quoi la fonction d'un champignon par rapport à des racines, et comment après ça monte, etc., etc. Donc, on apprend de plus en plus à voir, mais en même temps. Et en plus, ce qui déclenche, c'est que quand on voit une des grandes découvertes, j'ai fait un des livres, franchement, qui m'a le plus intéressé, c'est un livre sur Christophe Colomb. C'est-à-dire, toute sa vie, il a été convaincu qu'il avait découvert l'avant-garde des Indes. Et que c'était ça son affaire. On avait parlé des Ante-Ilia, les Antilles. Ante-Ilia, les Antilles. Mais c'est un mélange d'obstination et de chance. Et d'aveuglement un peu. Et d'aveuglement dans la vérité. C'est-à-dire, il y a toujours une part d'aveuglement dans la vérité. Comme quoi le visible ne marche pas toujours, quoi. Bah, non, parce que si tu arrêtes juste au visible, bah, tu vas rester cantonné. Ah bah, typiquement, c'est une des grandes fonctions de la science, c'est d'aller contre le visible et même le bon sens. À un moment donné, aller un peu plus loin. Donc c'est ça qui me fascine. Il faut à la fois, et puis aller un peu, et puis voilà. Bon, ça s'arrête là, et là, on fait quoi après? C'est-à-dire, et il y a quoi derrière l'horizon? Là, c'est le principe, quoi. Il y a quoi derrière l'horizon? Si tu arrives avec l'horizon, bah, si tu te cantonnes à l'horizon, bah, au mieux, tu es à Flelou. Mais on va rester dans le domaine de l'invisible et du visible. Pour le coup, il faut une des clés aussi, qui est sortie de différentes interventions, c'est finalement de comment faire pour rendre visible ce qui est invisible, ça je viens de le dire, mais par exemple, comment faire pour que les gens prennent conscience de l'eau virtuelle, puisqu'il y en a été question ce matin, qui est dans le genre invisible, se pose là. L'eau virtuelle. Quand on mange une tablette de chocolat, on ne se rend pas compte de la quantité d'eau qui a été nécessaire pour la produire. Ou un t-shirt, ou un jean, ou du café, ou même de la viande nourrie avec le soja d'Argentine. La question de l'empreinte eau,
bon, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques. On n'est tous pas d'accord forcément en tant que scientifique de dire comment on calcule l'empreinte eau. Bon, peut-être une des manières, si on reste sur la méthode initiale, celle que je vous ai montrée, en gros, une méthode volumique, peut-être une des choses, et en plus c'est assez intéressant de dire, on ne fait pas comme le carbone qui travaille en scope, là on travaille en couleur de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. Donc c'est assez intéressant de se dire, il y a peut-être des choses à faire au niveau artistique, avec tous les arts, de représenter ces couleurs de l'eau, et comment est-ce qu'on les emprunte, justement. J'ouvre une porte, mais j'ai pas la réponse. Que les artistes vont s'empresser de... c'est une énorme perche que je tends aux artistes pour aller travailler et creuser ces questions-là, pour rendre visible l'invisible. Et autre chose peut-être aussi, là je dérive, je ne réponds pas à la question, mais parce que elle me taraude, et je sais qu'Éric il pourra rebondir aussi là-dessus. Dans le rendre visible l'invisible, il y a des travaux de recherche en ce moment sur... croiser les regards scientifiques des hydrologues, des mathématiciens, des sciences dures, avec les peuples Kogi, qui ont une lecture du monde sensible et qui arrivent à expliquer, nous, par nos propres travaux qui ont mis des dizaines d'années à sortir, eux, comme ça, en fait, en arrivant sur le territoire qu'ils ne connaissent pas a priori, dire exactement ce qu'on a essayé de démontrer avec la science. Et puis, en général, ils mettent les doigts sur les défauts, quoi. Voilà, et tout de suite. Donc, Éric, je te laisse rebondir. On a invité, là, dans la vallée du Rhône, on a invité les Indiens Kogi, là, qui étaient en Colombie et tout ça. Et donc, c'était formidable, parce que... Et après, on a eu, comme un peu notre séance, on a eu un peu le compte-rendu de leur mois de visite chez nous. Alors, c'était génial, parce que tu as l'impression vous êtes complètement jetés, quoi. Je veux dire, il faut reprendre depuis le début, notamment la relation avec le temps. Tu vois, ça, c'était clé sur le temps. Et en plus, c'était marrant, parce que c'était à Boulogne, tu vois, dans le machin. Et donc, ça, c'était... Et donc, alors, c'est croiser, évidemment, les regards, c'est-à-dire... Évidemment, pas laisser la science aux scientifiques, seulement. Ça, c'est évidemment. Évidemment, enfin, moi, j'ai toujours cru, j'ai fait des études de philo, de sociologie, d'économie, etc. Mais plus une société est complexe, moins les sciences dites humaines en diront quelque chose de pertinent. Alors, on se frite avec l'enfant Clément, là, qui est extrêmement... qui est très, très normalien, etc. Mais c'est par la fiction qu'on atteint le réel. C'est ma conviction absolue. Ce que disait, je le répète à chaque fois, mais c'est ma conviction totale, ce qui s'appelle le mentir vrai. Ce qu'on appelle imaginaire. C'est évidemment comme ça. Autrement, tu arrives à un butoir et que c'est là, tu racontes des trucs et puis qu'on sait déjà. Et si tu sais déjà, c'est non seulement une erreur, mais une faute. Parce que tu as perdu du temps. Donc c'est croisé, évidemment. Il faut se voir entre nous. Ce qu'on nous a interdit de faire. Interdit de faire. Et quand tu vois bien les sciences, pour progresser dans ce petit monde misérabiliste des scientifiques français, c'est-à-dire sans moyens, tu es obligé dans un domaine, pour avancer avec ta thèse, etc., etc. Dès que on te dit « Ah, touche à tout ». Mais le touche-à-tout, c'est évidemment la voie pour avancer. Secret, ouais. Et les plus grands penseurs, évidemment, ils touchent à tout. Parce que, et les petits loups, mais c'est la vie qui touche à tout. Donc si tu touches pas à tout, tu t'intéresses pas à la vie. Ça me fait penser à la Renaissance. C'est-à-dire que l'idée... Je pensais à Léonard. Et en fait, moi je pense qu'effectivement, la vision seule de chacune un artiste seul, il peut pas faire grand-chose. Un scientifique seul aussi peut pas. Et je pense qu'effectivement, il faut faire sauter ces barrières-là qui existent de manière indéniable. Pour moi, c'est évident. Et les artistes, dès qu'ils touchent à quelque chose qui est de l'ordre des sciences, on vient tout de suite le cataloguer dans quelque chose il s'éloigne de ça, il s'éloigne de cette idée de l'artiste. Ça s'estompe de plus en plus. Et ce qu'on disait tout à l'heure, justement, c'est qu'un artiste, il travaille avec un protocole. C'est un chercheur. Il cherche. Et l'idée, c'est... J'ai été confronté plusieurs fois dans des institutions, notamment, où on nous assignait, les artistes, à ne faire que de l'art, dans le sens où eux l'estimaient, c'est-à-dire produire des jolies choses. Et c'est tout. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'un artiste, lui, moi, les gens les plus rigoureux que j'ai pu rencontrer, c'est certains artistes auxquels je pense qui sont dans une sorte de recherche folle. Et donc, c'est compliqué de le faire comprendre, y compris à monsieur et madame tout le monde, qui s'imaginent encore aujourd'hui qu'un artiste, il est, voilà, ça vient, ça tombe, c'est l'inspiration, un rêveur, et point barre. Et en fait, c'est pas ça. L'artiste, il se met devant... Enfin, je pense aussi à la littérature, c'est la même chose. On peut pas se mettre... Ça vient pas d'un coup, en fait. Faut se poser, Et voilà, il y a ça. Et l'autre chose aussi, c'est de se dire, bon, est-ce que, potentiellement... Si on arrive à faire comprendre ça aux gens et se dire que c'est accessible aussi à eux, c'est-à-dire, je reviens à cette résidence mission, le fait de leur dire à partir du moment où en fait eux peuvent s'exprimer, eux peuvent avoir un regard sensible sur les choses, eux aussi. La première chose qu'on s'est dit, c'est je ne sais pas dessiner quand on s'est vu, quand on a discuté tous les deux. Mais la vérité, c'est qu'en fait tout le monde sait dessiner, sauf que tout le monde pense qu'il ne sait pas dessiner. C'est un moyen très simple, feuille, papier, crayon. Et c'est faux. Moi, je l'ai vu. Je me suis pris des cours de dessin par des gens qui enfin, je me souviens d'une dame qui était venue avec ses petits-enfants. Elle m'a fait un dessin. Je lui ai dit, vous dessinez tous les jours, madame? Elle m'a dit, non, ça fait 30 ans que je n'ai pas dessiné. Donc, je pense que le regard sur les choses, il est important et que l'art peut permettre de porter un regard sur les choses. Donc, il faut associer des artistes à des hydrologues pour faire passer un message sur la situation catastrophique de l'eau. Ouais. Artiste au sens... Tu vois, si on prenait un très très mauvais jeu de mots, mais c'est le milieu de l'après-midi, ce qu'on appelle la peinture à l'eau. C'est ça. D'accord. Me v'là quoi. C'est ça. Puisqu'on était sur l'art, et on l'a abordé un petit peu tout à l'heure, sur le rôle des... Cette classe devient complètement dissipée, là. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, et là, finalement, on va suivre, on va se laisser dériver à partir de ce qu'on vient de dire. C'est sur le rôle des émotions, au sens beaucoup plus large. Je vous vois, élève Orsena. Donc sur le rôle des émotions, donc tout à l'heure on a parlé un petit peu de ça, et je rebondis sur une étude de Belges, je crois que c'était à Louvain, qui ont montré que la meilleure émotion pour faire agir les gens, c'était la colère, plutôt que la tristesse ou la peur, justement. On parlait de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la joie, enfin, il y a des émotions positives aussi. Oui, bien sûr. Émotions négatives. Là, pour le coup, je rebondissais sur cette étude des chercheurs de Louvain qui partaient sur la colère. Mais il y a évidemment des... Mais c'est une autre question. Est-ce que les joies positives nous incitent à bouger? Peut-être moins, en fait, je serais tenté de dire au premier abord. Mais je vous en prie, c'est pas moi qui parle, en fait. La colère. Vous avez 2 heures. Là, non, vous avez vachement moins. Non. On a commencé avant le quart, il vous reste 5 minutes. En fait, la colère... il se trouve que c'est un moteur pour moi. Donc voilà, c'est un moteur pour moi. Je ne veux pas le dire. Si je dois être sincère avec vous, j'aimerais être qu'émotion positive et tout ça, mais la vérité, c'est que l'un de mes moteurs, ça a été la colère. Pendant très longtemps, ce qui m'a permis d'affronter tout un tas de choses dans ma vie, ça a été la colère. Ce qui m'a valu... tout un tas de désagréments, mais qui m'a permis aussi d'avancer, de me retrouver face à l'adversité dans une situation comme un peu armée. Mais c'est pas suffisant. Parce que passer cette colère-là, si on n'a que cette émotion à transmettre, je suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose. Mais en fait, est-ce que c'est l'émotion qui est à transmettre ou finalement un moteur. On la garde pour soi, mais c'est elle qui nous... Alors la colère, si on la garde pour soi, je pense qu'on implose total. Moi, j'ai le sentiment on l'exprime en agissant. C'est pas pareil. Dans ce cas-là, imaginons qu'on puisse l'exprimer en agissant. C'est-à-dire, c'est une émotion, comme toutes les émotions, elles sont toutes valables. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que je prends l'exemple de ma fille qui est en colère. Elle est en colère. J'ai l'impression qu'elle est née en colère. Ça doit être sympa. Donc, c'est transmissible. Surtout, elle a 13 ans, forcément, mais elle était déjà en colère avant. Mais en fait, j'ai l'impression que son premier cri, c'était tout de suite, on était... Mais qu'est-ce que je fais là? Et bon, j'essaye de l'amener
à lui dire, ok, c'est bien, t'es en colère, t'exprimes ça et tout ça, mais comment éventuellement tu peux le transformer et en faire autre chose et tout ça. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur la colère. Mais je sais que pour moi, ça a été un manteau protecteur. Ça m'a aidé. Un manteau. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Alors, moi, c'est l'inverse. Moi, je suis jamais en colère. Ça rêvait certaines. Non, mais c'est vrai. Et Isabelle est en colère. Elle est en colère. Mais moi, je suis pas en colère. Donc, c'est pas bien. Parce que, voilà, j'ai tendance... Non, moi, ma folie à moi, qui est folle et qui... On aurait pu penser que ça se calmerait. C'est faux. Plus ça va, plus j'aime comprendre. Mais c'est frénétique. C'est-à-dire tout, parce que... Et donc, comment ? Ah bah, totalement. Totalement, la curiosité. La question pour faire avancer. Non, mais je dis pas que j'ai pas la réponse. Curiosité, moi, la curiosité, je deviens fou. Avec un bonheur incroyable, quand je comprends pas. Là, je suis en colère contre moi de ne pas comprendre. Et donc, c'est une sorte d'élan incroyable. Et c'est une émotion qui me donne des bonheurs incroyables et des fureurs quand je comprends pas. Mais c'est un ensemble, c'est un élan. L'émotion en tant que statique, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est dynamique, une émotion. Et donc voilà, pour moi, c'est la curiosité. Et plus ça va, plus... Et comme j'ai des amis qui me permettent de comprendre, et puis avec des relations maintenant, avec des gens des plus divers dans tous les domaines, comme ils savent que je suis curieux, et donc... et au début, on se fritait, parce que il disait, mais qu'est-ce qui vient foutre dans mon domaine, alors qu'il a le sien, ou n'est-ce pas, etc. Et maintenant, ils disent, bon, bah, en gros, quoi, et voilà, il écoute tout ça. Et puis, mais on s'engueule, c'est-à-dire, mais toi, c'est vivant. Oui, on s'engueule. La colère revient. Non, mais oui, mais on s'engueule de façon claire, parce que quand je comprends pas, je leur dis, écoutez, on peut imaginer que j'ai une intelligence moyenne, une curiosité hors du commun, donc si j'ai pas compris, tu recommences, c'est de ta faute, c'est pas la mienne. Ouais, et tu vois, je fais ça quand cette curiosité, c'est l'émotion des émotions, c'est-à-dire un truc qui s'appelle l'amour de la vie. Et pour moi, c'est l'émotion mère, l'amour de la vie. Tout le reste, c'est des petites crispations subalternes. Il y a cette sorte de dualité entre la peur et l'amour. On dit souvent, eh bien, il y a deux émotions qui régissent un peu le monde, l'amour, la peur. Tu choisis ton camp. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que je me dis, non, il y a une mosaïque d'émotions comme il y a une mosaïque de couleurs. Et donc moi, évidemment... Il y a au thème des couleurs, hein, c'est un truc... toujours. Mais là, évidemment... Alors moi, je vais vous raconter une histoire sur ma peur qui a déclenché le tout. J'étais dans ma rivière parce que en tant qu'hydrologue et sur les questions de sécheresse, on est amené souvent à aller dans les rivières, ça nous arrive. Et c'était en plein été. J'allais voir le Nant de Sion. C'est un petit cours d'eau. On l'appelle le Nant en Haute-Savoie. Il y a plein de cours d'eau qui s'appellent le Nant. Et le Nant de Sion, je l'ai appelé Casper le fantôme parce qu'il disparaissait tous les étés. Et je savais où est-ce qu'il disparaissait. Justement, j'allais pointer, je suivais au jour le jour les endroits où il s'asséchait. Un jour, j'y vais, et là, pensant trouver de l'eau, il n'y en avait pas. Et je trouve une petite flaque. Et là, je ressens la même émotion que toi, de cette peur, où je voyais des poissons morts, et ça grouillait de vie dans cette flaque. C'est comme si c'était la vie qui cherchait à lutter pour vivre. Mais ça m'a troué le bide. Ça m'a vraiment... Je me suis sentie complètement en lien avec ces poissons qui mouraient. Et puis j'avais pas de seau, je pouvais pas les sauver. J'y suis retournée le lendemain, il y avait de l'eau, ils étaient plus là. Mais c'était assez impressionnant de me sentir reliée à cette mort et cette peur de la mort dans cette flaque d'eau où grouillait la vie. Voilà, tout ça pour dire que, évidemment, on a besoin de la peur, évidemment, on a besoin de la colère pour se mettre en action. Mais être tout le temps à la colère, c'est pas ça. Et moi, j'ai senti qu'à partir de ce moment-là, je devais quitter cette rivière, je devais quitter ce syndicat dans lequel je travaillais pour me mettre en action ailleurs et parler de cette histoire ailleurs. C'est ce que je fais là maintenant. Mais je pense que si je n'étais pas amoureuse de la rivière, pas amoureuse du vivant, je n'aurais pas éprouvé cette peur. Donc, comme l'ombre et la lumière, on a besoin de ça pour agir. D'accord. Et du coup, est-ce que l'étape suivante, une fois qu'on a... Oui, on peut bien sûr l'applaudir. Et du coup, une fois qu'on a identifié ou pas ce moteur de l'action, est-ce qu'il n'y a pas une étape suivante qui serait de pas faire ça tout seul, en fait, de se coordonner avec des gens
Typiquement, c'est Aurore Grandin de l'ENS qui a étudié ça. Voilà, rien ne vaut sans la coordination avec des gens qui partagent le même but, etc. N'hésitez pas à réagir. Vous êtes vous trois, vous êtes déjà un collectif là. Bien sûr, ça c'est une armée, on est ensemble, et puis chacun, oui bien sûr. Mais il faut vous dire que quand on est dans une action artistique, c'est-à-dire un roman, une œuvre, une musique ou tout ça, on n'est pas seul non plus. Moi je sais que quand un roman ne marche pas, c'est que où j'ai un personnage de trop, il m'en manque un. C'est-à-dire qu'on est ensemble. On n'est pas seul. Quand tu prends... voilà, donc il y a ce peuple quand même qui monte à l'assaut de l'affaire, du réel. Tu vois, la solitude, elle est solitude parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'attachés de presse partout, etc. Mais on est à plusieurs. On n'est pas seul. Le mec seul, il n'écrit pas. Il est plein de gens, il est plein de vie, il est plein de trucs comme ça. Il est seul, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça grouille. Autrement, il n'y a rien qui sort. D'accord. Non, mais ça rebondit sur la phrase de Maurice. Pardon, je t'en prie. Il est plein des écrivains qui sont passés avant lui aussi. Il est plein des artistes qui sont passés avant lui. Donc c'est une conversation. C'est pas quelque chose. Effectivement, on est effectivement une sorte de. Moi, j'ai pas Alors, il y a des moments effectivement où on est seul face à sa feuille, mais jamais d'un point de vue. En fait, on réagit toujours. Et puis surtout, on a envie que cette feuille de papier, elle puisse atterrir dans le regard de l'autre et peut-être créer une émotion. Mais je reviens sur ce que tu dis sur la curiosité. En fait, je crois que c'est vraiment l'enjeu principal. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on vient simplifier les choses en permanence. C'est ça, oui, c'est ce qu'on disait Speedy. Ouais. Et je pense qu'en fait, si on arrive à donner ce goût-là, parce qu'effectivement, de la curiosité découle un plaisir fou, si on arrive à se donner tout le monde là. En fait, le point de départ, c'est peut-être quelque chose parfois d'un peu aride. Ah bah oui, on vient te donner tout un tas de choses et c'est trop d'informations et c'est trop difficile. Mais le fait est que, mis en branle, tout ça, ça crée quelque chose et ça crée un besoin d'en savoir toujours plus. Et quand tu en sais plus, quand tu complexifies les choses, quand ça devient ce besoin-là, je pense qu'en fait, on peut trouver des solutions. Là, on simplifie tout. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait... C'est clair qu'on est dans une ère de la simplification, du message en 3 mots. Mais tu parlais de peur, ça, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est-à-dire cette simplification. Cette idée, en fait, c'est comme ça qu'on doit voir les choses, c'est comme ça qu'on doit penser, c'est comme ça qu'on doit regarder. Mais en fait, ma question portait plus sur, finalement, pas tant sur l'action en termes de création, mais peut-être plus en termes de s'investir sur le terrain, par exemple. En fait, j'avais surtout en tête la phrase de Morisot qui conclut son bouquin, trouver un endroit à aimer individuellement et à protéger collectivement. Ouais. C'était en ça que je voulais... Moi, je suis convaincu que les artistes doivent intervenir dans le champ de la société. J'en suis convaincu. Je pense qu'on n'est pas beaucoup, mais j'en suis convaincu. Je me suis retrouvé dans des fêtes de quartier avec un petit stand, avec un petit peu de papier, en disant voilà, mais on a ce sentiment d'être un peu, de voir des. Je me souviens de petits qui étaient là. Je travaillais dans la médiathèque derrière, et donc j'avais été les chercher dans le quartier. En disant on va dans le quartier, il y avait une fête de quartier et tout, et la médiathèque devait être refaite à neuf, et donc toute la médiathèque était détruite, et donc on pouvait dessiner sur les murs, dessiner sur le sol, dessiner partout. Donc je trouvais ça intéressant, donc j'avais été les voir et j'ai essayé de les convaincre. Et bien sûr qu'ils étaient convaincus de dessiner sur les murs, ça c'était... Mais on était à 150 mètres de la médiathèque, et les petits m'ont dit c'est où la médiathèque ? Donc il y a ce travail-là qu'on doit aller faire, et ce que j'ai senti, c'est que les gens qui travaillaient dans la médiathèque depuis 30 ans, certains, c'était pas les mêmes gens qui vivaient juste à côté à 150 mètres. Et c'était pas le même accueil qui pouvait leur être fait, même si ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir les accueillir. Vraiment, hein, ils avaient cette envie-là. Il y avait malgré tout je me souviens, en étant là, une dame qui vient et qui dit « Mais en fait, je peux prendre des livres. » Oui, c'est le principe de la médiathèque. Donc, il y avait ça. Et l'idée de les faire dessiner, chacun, c'était d'un point de vue... et sur les murs, en plus, c'était jouissif. On revient à cette sensation, c'était jouissif. Ah oui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Bah oui, tu fais ce que tu veux. De toute façon, tout va être détruit.
Vous avez quand même le droit à la parole, vous aussi. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que le temps passe, le temps des dédicaces approche. La loi sur l'eau, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La loi sur l'eau, alors on en a déjà 2. Là, c'est la 3e. Et je ne la connais pas encore. J'espère qu'elle sera à la hauteur des enjeux, mais j'ai peu d'espoir. Surtout qu'après tout ce qu'on vient de se dire là, on sait qu'on ne va pas s'attendre à des miracles, hein, mais déjà le plan eau, qui était un plan d'urgence, et avec aucune vision et en écartant complètement la question agricole, C'était fou, ça. C'était fou. Puis après ça même, on a eu plein d'aberrations, quoi. Le curage des cours d'eau, les produits phyto. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment parti dans une mauvaise direction. Donc, faut pas s'attendre à des miracles, et pour autant, faut pas se dire, c'est tant pis et c'est trop tard et c'est foutu. Donc non. Pour moi, ce que je repars de mon triangle de l'inaction, si le gouvernement n'est pas capable d'avoir une loi ambitieuse, on va le faire sur le territoire et expérimenter pour ensuite, plus tard, faire autre chose. Problème d'échelle à nouveau, quoi. Problème d'échelle à nouveau. Pour l'instant, à l'échelle nationale, c'est pas possible. On va commencer par les territoires. Demain, je fais quoi? Alors, il y a plusieurs échelles. Là, je vous spoil un peu mon prochain livre qui s'appelle justement « Agir pour l'eau ». Mode d'emploi, très simple. Qu'est-ce que je fais? 3 niveaux. Le niveau, la sphère intime, chez soi, à la maison. Donc, c'est tous les éco-gestes. Qu'est-ce que je peux faire chez moi pour prendre soin de l'eau? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour prendre soin de l'eau? Donc c'est l'empreinte eau, mais c'est aussi l'alimentation, c'est aussi plein de choses du quotidien, ma mobilité. Typiquement, le fait de ralentir sa mobilité, on ralentit l'eau, quelque part, on fait un lien avec la route, etc. Et puis, 3e niveau, là c'est l'engagement, et c'est aussi l'alignement des valeurs avec mon action dans mon travail, dans mon association, dans ma fondation, dans tout ce que je fais au-delà du quotidien. Et je pense qu'il y a, on pourra en reparler, mais il y a un peu ces 3 niveaux-là qui permettraient de, à la fois agir individuellement, mais pas de manière isolée. Effectivement, en faisant alliance avec toutes les formes d'intelligence, qu'elles soient humaines et non humaines. Des bonnes volontés, quoi. Juste un point, une idée me vient là comme ça, mais si déjà tu aimais l'eau qui est en toi, ça voudrait dire que déjà tu es ami avec 70% de toi-même. Qui parmi nous est ami avec 70% de toi-même? Donc ça serait la paix avec déjà les 3/4 de soi-même, ce qui serait déjà pas mal. Et donc 70% avec les autres aussi. Tout ce qu'on fait à soi, le fait aussi. Il faut aimer l'eau de son prochain aussi. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, il faut agir. C'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut... Mais j'ai une autre question, moi, à poser. Je trouve extrêmement importante sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur comment on défend les entités qui ne sont pas humaines. J'ai une petite réponse à travers l'art. Il me semble qu'en fait, on peut se faire représentant parce que en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la métamorphose, parce que en ne voulant pas détruire les différents, et on revient au début, en ne voulant pas détruire les différents états de l'eau, on laisse place à quelque chose de merveilleux qui s'appelle la métamorphose, que moi je trouve fantastique, et qui peut s'exercer depuis Ovide, d'un homme vers une forme de plante, ou un rocher, ou ça. Pour moi, la littérature, le dessin, la peinture, en fait, elle peut faire appel à cette dimension-là, et casser les barrières de quelque chose qu'on veut trop rigide, c'est-à-dire l'humanité, c'est pas juste ce qu'on en voit. L'humanité, c'est de l'eau, mais l'humanité, c'est aussi l'animal, c'est aussi le végétal, c'est aussi le minéral, c'est tout ça. Donc je pense que c'est ça répond pas entièrement à cette question qui est la tienne, qui est primordiale, qui, de mon point de vue, en fait, pose la question essentielle de faire prendre conscience aux gens que ces entités-là, on n'est pas dans l'animisme, mais on est presque dans ça. C'est ça, c'est de dire que chaque chose a une âme, et que par conséquent, on doit la respecter. Et ça passe peut-être, l'art peut y répondre de manière indéniable. Je répète, Ovide, pour moi, bon, il y en a eu d'autres avant lui, mais
Voilà. Oui, il a compilé surtout. Mais Moi, pour le coup, c'est ce que Morisot appelle le temps du mythe, où complètement... tous les liens sont refondus et revisités et à revoir, quoi. Moi, je pense que j'avais une amie proche qui était orthophoniste à Sainte-Anne, en psychiatrie. Et elle avait cherché l'histoire qui réparait le mieux les enfants cassés. Et c'était Ulysse. Pour toutes sortes de raisons, parce que il n'est pas plus fort que les autres, il est faible, il s'en tire, il a des amours, il est comme nous, comme ça. Et l'autre, pour les plus grands, c'est Ovide. Parce que c'est la liberté dans Métamorphose, qui, dans les temps anciens, était une malédiction, et qui, en fait, est une liberté. Et donc, ce que tu dis est absolument clé de ce qu'on peut dire. Donc, s'il y a ces éléments, déjà, ces histoires-là, c'est... bon. Alors, que faire vous savez, on a tous ça un peu des moments donnés. Alors, c'est rien, mais ça donne de la force. Quand toi, on voit une de tes merveilles, quand toi, tu vas voir, parce que ça va... Pour l'instant, t'expliques, mais tu vas emporter. C'est ça qui va appeler. Et moi, je sais qu'il y a plein de livres, mais quand un petit garçon, une petite fille, parce que sa grand-mère ou ses parents m'ont dit que j'ai écrit mon petit truc sur la grammaire, qui dit « Merci monsieur, c'est grâce à toi que je vais me lire », qu'est-ce qu'on est comme relais? C'est-à-dire qu'après nous, ça peut être un quart d'heure après, la vie soit plus vivante qu'avant. L'enjeu, c'est la vie. Le but, c'est la vie. C'est plus de vie. Tout le reste, c'est pipeau. Donc l'émotion la plus grande, c'est d'être l'allié de la vie.